Aujourd'hui, c'est dans l'Aude que nous allons nous rendre, à Rennes-le-Château. Rennes-le-Château, un adorable petit village sur son éminence, où, à la fin du siècle dernier, débarque un brave abbé, l'abbé Béranger Saunière. Et c'est un personnage qui allait, par la suite, faire la une de certains journaux. Et presque un siècle plus tard, on se souvient de lui. Il a fait des choses extraordinaires, pas par l'opération du Saint-Esprit. On parle d'un trésor, mais je crois que c'était encore bien plus extraordinaire. Nous sommes à Quillan dans l'Aude, chez Tatiana Kletzky-Prader, qui est un écrivain qui a écrit de nombreux ouvrages, nous allons les montrer, qui a même écrit un guide de l'écrivain, qui fait autorité. Aujourd'hui, Tatiana Kletzky-Prader, nous allons parler, si vous voulez bien, de Rennes-le-Château. C'est une cité, une vieille cité, extrêmement intéressante dans la mesure où elle a un lourd passé. Alors parlez-nous un peu de Rennes et de son bon curé. Il y a eu effectivement un curé à la fin du siècle dernier qui s'est distingué par des trouvailles. On connaît certaines de ces trouvailles, mais certainement pas toutes. Le fait est que ce curé s'est brusquement enrichi, qu'il a dépensé des sommes folles de plusieurs milliards de francs or, qu'il a restauré l'église en la décorant de manière, dit-on, ésotérique. Il a construit des immeubles énormes et coûteux et il a reçu énormément de têtes, même couronnées, à Rennes-le-Château. Nous allons rencontrer M. Henri Bution, et nous l'en remercions, qui est le propriétaire de la demeure de l'abbé Saunière. Il ne l'a pas connu directement, mais il est un amoureux du lieu, un amoureux du personnage aussi, fascinant. Ce site sur lequel nous sommes, avant l'abbé Saunière, c'était la campagne. Il n'y avait rien, oui. Sinon les habitations du village. Tout cela ne s'est pas fait gratuitement. Non. Hein, pouvez-vous un peu me décrire le site avant? Oui, je connais la description du site par les habitants de Rennes-le-Château, qui sont parfaitement dignes de foi et très bien renseignés de siècle en siècle. D'abord, ce parc où nous sommes s'appelait sur le cadastre le Rocher, et ça n'était qu'un rocher sans terre et sans vie, balayé par le vent dominant. Le parc à voiture actuel n'était qu'une carrière de pierre. Quant au jardin du bassin, c'était un jardin en pente, qui suivait le profil du terrain. L'abbé a fait transporter environ 6000 mètres cubes de terre, avec des chariots à bœufs depuis 4 à 5 km de distance. Cela représente environ 8000 voyages. Le domaine de l'abbé Saunière ne fut pas construit au hasard. Beaucoup de détails montrent à l'évidence le soin apporté par l'abbé à ses constructions au sens parfois caché.
Généreux, Béranger Saunière avait même prévu qu'une partie de son domaine serve à l'hébergement de prêtres à la retraite. Mais la plus célèbre et la plus énigmatique de ces réalisations est sans nul doute le démon Asmodée qui soutient le bénitier dans l'église. Pour expliquer de façon rationnelle, sérieuse, ces fastueuses dépenses de l'abbé Béranger Saunière, on a invoqué le trafic de messes. Le trafic de messes, c'est une aberration la plus totale. Un auteur a même fourni la photocopie des comptes de l'abbé Saunière, des messes en question. Mais là aussi, c'était truqué, parce que l'abbé Saunière, ou soi-disant tel, confondait les rentrées de fonds avec les dépenses. C'était tellement grossier que c'est une falsification. Cela n'a rien à voir avec les trafics de messes. Et on pourrait presque dire celui qui a essayé de démolir, disons, la loyauté de l'abbé Saunière, a fait des recherches sur les livres de messe de l'abbé Saunière, a fait des suppositions de nombre de messes plus élevés, et même, en employant ce moyen, est arrivé à un nombre de messes qui ne correspond qu'à une moyenne de 2 messes par jour à célébrer durant sa vie sacerdotale, en supposant qu'il les ait toutes célébrées, ce qui n'est pas le cas. Il y a de nombreux témoignages dans les lettres mêmes qui sont exposées au musée de prêtres qui disent qu'ils ont reçu eux-mêmes des messes à célébrer venant de la part de l'abbé Saunière et qu'ils disent clairement « tu es accusé d'une chose que tu n'as pas faite ». De toute manière, je ne connais pas le tarif des messes, mais je pense qu'il aurait fallu des milliers de messes par jour ou au moins par semaine. Absolument. On retrouve, les détracteurs arrivent à un maximum de 14 000 messes en faisant des suppositions, et cela ne ferait au maximum qu'environ 12 000 francs. Or, on sait très bien que l'abbé Saunière reconnaît lui-même dans ses dépenses des nombres beaucoup plus élevés et qui sont bien inférieurs à la réalité. Pour avoir confirmation, nous nous sommes rendus à Liège, en Belgique, pour rencontrer Gérard de Sède, qui a beaucoup écrit sur cet étrange mystère de Rennes-le-Château. Qui n'a pas entendu parler de Gérard de Sède, qui a publié un ouvrage dont on a beaucoup entendu les éloges Rennes-le-Château chez Lafon, il y a 4 ans. Gérard de Sède, le prochain bouquin, qu'est-ce que vous nous concoctez? Bien, je vais probablement, sans trop changer de perspective, je vais probablement faire un bouquin pour Lafon sur le thème, si vous voulez, occultisme et politique depuis les pythagoriciens jusqu'à nos jours, c'est-à-dire recenser le nombre d'événements historiques auxquels les occultistes ont été mêlés. Et il y en a beaucoup plus qu'on ne pense dans l'histoire, depuis l'opération Jeanne d'Arc, en passant par la secte des Hachichim, des assassins. Alors, l'abbé Saunière, il y a les tenants du trafic de messes, moi ça me paraît tiré par les cheveux et prêt à faire hurler de rire. Il a certainement découvert un trésor. Il n'a pas gagné à la loterie nationale qui n'existait pas à l'époque. Alors oui, l'abbé Saunière, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui arrive à Rennes-le-Château comme curé, si je ne me trompe pas, en 1885. Il est extrêmement pauvre. Il est extrêmement pauvre car il a un traitement. À cette époque-là, il n'y a pas la séparation de l'Église et de l'État. Il a un traitement de 75 francs or par mois, ce qui n'est pas négligeable. Seulement, il se fait priver de son traitement pour des prêches électoraux intempestifs. Donc, il n'a plus rien et il est obligé d'acheter même sa nourriture à crédit. Or, 32 ans après, à sa mort, en 1915, il a dépensé, j'ai eu ses livres de comptes entre les mains, et d'ailleurs je ne suis pas le seul à les avoir eus, ils ont été publiés également en partie par des revues scientifiques de l'Aude, n'est-ce pas? À sa mort,
il a dépensé exactement un peu plus de 660 000 francs or, c'est-à-dire l'équivalent de plus de 23 millions de nos francs actuels. Bon, alors, d'où provenaient ces ressources, évidemment? Alors là, il y a plusieurs hypothèses qui ont été formulées. Il y a, si vous voulez, ce que j'appellerais l'hypothèse sordide. Ces ressources provenaient d'un trafic de messes. Il organisait en grand, à travers le monde entier, un trafic de messes. Bon, seulement une messe à l'époque valait un franc or. Il aurait donc fallu qu'il célèbre, il a dépensé, j'ai dit, 660 000 francs or. Il aurait fallu qu'il célèbre en 32 ans 660 000 messes à 1 franc. On dira, ah oui, mais justement, un trafic de messes, c'est parce que ces messes, il ne les célébrait pas. Alors s'il ne les célébrait pas, il fallait tout de même qu'il trouve des gens pour les lui commander. Il aurait fallu qu'il trouve 660 000 personnes pour lui commander au moins une messe à 1 franc. Il aurait donc fallu qu'il écrive 660 000 lettres, et que, en supposant même qu'à chacune des lettres, il y ait une réponse favorable, c'est tout à fait fantasmagorique. Et d'ailleurs, quand son évêque, à partir d'un certain moment, se met à trouver que ses ressources quand même sont disproportionnées avec ses moyens, lui demande de s'expliquer, l'accuse de trafic de messes, eh bien il a été blanchi par le tribunal ecclésiastique, et ce n'était qu'une première phase, si on y revient tout à l'heure. Il a été blanchi de cette accusation par le tribunal ecclésiastique, qui a déclaré qu'il n'y avait pas l'ombre de commencement de preuve à cette accusation. On a évidemment formulé une hypothèse qui peut faire rêver, c'est que Saunière n'a rien trouvé d'autre que le trésor du temple de Jérusalem, qui aurait été caché par les Visigoths près de Carcassonne, ce qui est peut-être un fait historique d'ailleurs. Mais ce trésor du temple de Jérusalem, personne ne l'a jamais retrouvé. Si on l'avait trouvé, les chroniqueurs arabes, quand ils ont renversé le royaume wisigoth d'Espagne, n'auraient pas manqué d'en faire mention, n'est-ce pas? Et il disparaît de l'histoire. Et en plus, c'était un... Voyons, réfléchissez une seconde. Si Saunière avait trouvé un trésor pareil, il était totalement invendable, aussi invendable que la Joconde. Et par-dessus le marché, on n'imagine pas un curé, même aussi sulfureux que l'était Saunière, mettant à la casse un trésor aussi sacré que le trésor du temple de Jérusalem. Donc tout ça, personnellement, j'élimine. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon confrère et ami Gérard de Sède quant à cette histoire du trésor de Salomon, qui repose, me semble-t-il, sur des bases sérieuses. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Je crois qu'il faut dire que le mystère ne démarre pas avec la Bessonnière. Il y avait des choses très étranges. Il y a des recherches qui ont été faites, notamment par un auteur américain, Elizabeth Van Buren, qui a écrit Refugee of the Apocalypse, le refuge de l'Apocalypse, Doorway into Other Dimension, une porte ouverte sur d'autres dimensions. Et alors là c'est de la super, méga science-fiction. C'est sérieux. Ce n'est pas moqueur de ma part de dire que c'est de la super science-fiction, parce que ça repose aussi sur des choses fantastiques, mais vraies. J'espère qu'un éditeur français intelligent traduira ce bouquin. Il y a aussi Patry Ferté, qui est un homme extraordinaire, qui a puisé, qui a disséqué les œuvres d'Arsène Lupin. La clé, l'œuvre codée de Maurice Leblanc. Oui, Arsène Lupin, son gentleman cambrioleur, est un faire-valoir pour Maurice Leblanc, qui nous fait pénétrer dans les arcanes de choses étranges, mystérieuses, touchant Rennes le Château, touchant Stenay et d'autres domaines étranges, insolites, bien dans la note de ce qui nous intéresse. Mais il y a aussi le livre de l'abbé Boudet, qui a été curé non pas de Rennes-le-Château, mais de Rennes-les-Bains, à quelques kilomètres, et qui a écrit au siècle dernier La vraie langue celtique, ou le cromlech de Rennes-les-Bains. Pour lui, c'était de l'anglais moderne. Alors évidemment, c'est quand même curieux. Mais il y a des choses extrêmement troublantes dans cette histoire d'anglais moderne, parce qu'on trouve, par exemple, Katcha en langue d'ossien ancien. Katcha, ça veut dire serré, pressé. Et catch, en anglais, c'est capture, crampon. Cost, en langue d'ossien, le cost, c'est le prix. Cost, c'est le prix en anglais.
Il y a quantité d'exemples de ce genre. N'oublions pas que l'abbé Boudet était très riche et que lui aussi a apporté son aide financière à la Bessonnière. Pour quelle raison? Ça aussi, ça fait partie du mystère. Nous allons peu à peu le voir. Et il y a le cromlech de Rennes-les-Bains, un passé très lointain, mais aussi un passé plus proche, celui des Visigoths, qui ont joué un rôle capital dans cette région-là. Jean Blum, vous avez écrit de nombreux ouvrages, et tout particulièrement ces dernières années, 2 ouvrages chez Le Rocher, aux éditions du Rocher. Oui. Vous êtes passionné par Rennes-le-Château, par les courants sous-jacents, contestés ou non. Et je serais heureux que vous nous parliez de ces problèmes qui sont souvent un peu négligés en ce qui concerne Rennes, en raison justement de cette zone floue qui les entoure. Rennes-le-Château se présente un peu en auberge espagnole, en ce sens qu'à l'heure actuelle, chacun y trouve ce qu'il apporte. Cela dit, il y a quand même une histoire, Rennes-le-Château, et elle commence d'une certaine manière lors de la venue des Visigoths dans cette région, c'est-à-dire en 413. Rennes-le-Château, qui s'appelle Rédé à l'époque, est, semble-t-il, le fait est controversé, mais les probabilités vont dans ce sens, une citadelle importante. D'aucuns ont voulu en faire la 4e ville d'Europe à l'époque. C'est de toute façon une citadelle importante. Les Visigoths s'y installent en 413. Clovis bat les Visigoths et reconquiert une grande partie de l'actuelle France vers 507. Néanmoins, les Visigoths demeurent un peu plus longtemps dans ce Haut-Razès. Vient la Bessonnière, il y a maintenant un siècle. La Bessonnière, semble-t-il, est mise en possession de documents. Bien sûr, il découvre des richesses. Ces richesses peuvent être visigothiques. On a parlé de l'or du temple de Salomon et des trésors sacrés du temple de Salomon, l'arche d'alliance, la menorah. Ces trésors peuvent être également avoir été amenés là par Blanche de Castille, qui, semble-t-il, y aurait fait un passage lors de la révolte des Pastoureaux. Ces trésors peuvent être éventuellement des trésors des Templiers, mais il y a dans toute cette histoire-là une connotation, avec ou sans guillemets, religieuse. Alors, les thèses actuelles sur Rennes, le trésor des Templiers, le trésor des Visigoths, c'est-à-dire les trésors sacrés du temple de Salomon, je n'en sais rien. C'est possible, pourquoi pas. Me semble-t-il, il faut les dissocier un peu de la question de l'enrichissement proprement dit de la Bessonnière. Et quant à l'enrichissement proprement dit de la Bessonnière, il me semble que la thèse la plus probable, celle en tout cas que d'aucuns tendent à écarter le plus possible, c'est celle du trafic d'influence sur celui qui à l'époque avait le plus à en craindre, en l'occurrence l'empereur d'Autriche. La Bessonnière aurait monnayé certains documents des Visigoths qui voyaient en Jésus-Christ un prophète et non le Fils de Dieu. Une telle affirmation hérétique était à l'époque lourde de conséquences pour l'empereur d'Autriche. À ce moment-là, l'empereur François-Joseph était le chef du Saint-Empire. Et tout le Saint-Empire reposait sur la légitimité, l'authenticité du christianisme traditionnel tel que nous le connaissons. En fait, tout document produit abusivement, à l'époque actuelle on le fait, il y a un siècle c'était beaucoup plus difficile, tout document produit à ce moment-là qui mettait en cause les fondements même de la religion, mettait en cause les fondements du Saint-Empire à un moment où l'empereur, vieillissant et peut-être un peu mégalomane, rêvait de reconstituer un Saint-Empire à l'échelon au moins européen et peut-être planétaire. Mais les documents dont la Bessonnière faisait commerce n'étaient peut-être pas uniquement religieux. Ils concernaient également la généalogie de la dynastie des Habsbourg et des Mérovingiens. Il y aurait, vous en avez fait référence, peut-être des documents officiels, et pourquoi pas généalogiques. Je pense que les ressources de Sonnière provenaient de la négociation des documents. C'est-à-dire, on négocie des documents pour 2 raisons. Ou bien on négocie leur vente en vue de leur divulgation, ou bien au contraire, on négocie leur tenue sous le boisseau pour qu'ils soient occultés. Étant donné qu'on peut, d'une part, toucher de l'argent de ceux qui ont intérêt à la divulgation et toucher de l'autre main de l'argent de la part de ceux qui ont intérêt à les tenir sous le boisseau, il y a là pas mal de ressources. Pourquoi? Parce que ces documents pouvaient intéresser. C'était des documents
qui pouvaient, vrai ou faux, je dis bien vrai ou faux, c'était des documents qui pouvaient présenter un intérêt généalogique et qui pouvaient par conséquent intéresser un certain nombre de dynasties européennes. Ce que nous constatons d'insolite, c'est que parmi les visiteurs que reçoit Saunière dans son église de Rennes-le-Château, un trou perdu, comme vous avez pu le voir, il y a l'archiduc de Habsbourg. Qu'est-ce qui pouvait intéresser l'archiduc de Habsbourg à Rennes-le-Château, sinon des documents qui pouvaient conforter les prétentions des Habsbourg à l'époque? Trafic de documents, peut-être. Des documents quand même capitaux, parce qu'il s'agissait, nous dit la tradition, de documents généalogiques intéressant les Mérovingiens. Ces Mérovingiens qui ont fait des choses assez extraordinaires dans la région du Razès, mais qui aussi, selon l'ouvrage de Gérard de Sède, La race fabuleuse, puiserait ses racines dans un très lointain passé et même au-delà de la Terre, puisqu'il s'agirait d'une espèce extraterrestre qui aurait donné naissance à la généalogie, à la lignée des Mérovingiens. Oui, mais attention, la race fabuleuse, il y a fabuleuse dedans. Bon. Et d'autre part, le sous-titre, c'est la mythologie mérovingienne. Bon, c'est un bouquin que j'ai fait, qui est simplement le compte-rendu de conversation avec un personnage original, complètement fou d'ailleurs, mais extrêmement érudit, et je me borne à raconter ce qu'il disait sans le prendre aucunement à mon compte. Là non plus, je ne suis pas d'accord avec mon grand frère et ami Gérard de Sède. Je suis bien persuadé que les racines des Mérovingiens puisent dans un très lointain passé et dans une lignée qui, elle, venait d'ailleurs. Nous y reviendrons, peut-être pas dans cette cassette, parce que c'est tellement fantastique, tout ce qui nous arrive au gré de notre enquête, que nous sommes conscients qu'il faudra un certain temps. Alors, pour comprendre le cheminement de ces mystères, les imbrications des épisodes les uns dans les autres, il faut impérativement que nous nous rendions à Astenay, dans les Ardennes. Là, nous sommes au cœur du mystère. Et c'est grâce à Louis Vazard, qui a créé le cercle Saint-Dagobert II, que nous pouvons approcher d'un peu plus près ce site extraordinaire, et aussi grâce à un ami du cercle Saint-Dagobert II, M. Bonnefoy, qui lui va nous entraîner vers la fontaine. Quelle fontaine? Une fontaine sacrée, puisque c'est là, au cœur de cette magnifique forêt, que fut assassiné Dagobert II, devenu Saint Dagobert. Ce haut lieu, dites-nous pourquoi il est très important. Historiquement parlant, bon, on l'a toujours appelé Fontaine Saint-Dagobert, donc on sait qu'effectivement, et la tradition orale là-dessus a toujours été extrêmement claire dans le canton, que le dernier mérovingien régnant a été assassiné ici en l'an 679, la veille de Noël. La veille de Noël. La veille de Noël. Donc une période solsticiale, dans ce lieu assez extraordinaire de forêt, chargé, avec ces arbres magnifiques. Ça n'a pas dû changer beaucoup, hormis le bruit de l'avion qui passe de temps à autre, n'est-ce pas? Et donc, Saint Dagobert, enfin Dagobert II, fut assassiné ici. Par qui? Eh bien, il a été assassiné par un maire de